Bonne année voilà, 2023. Merci de rejoindre les activités du GIS Eurolab pour donc une nouvelle édition de nos débats controverses. On en avait organisé un premier au mois de décembre qui était sur des thèmes de la justice, des politiques de sélection des juges aux cours européennes. Et donc, on bascule cette fois-ci sur les questions du verdissement, du greening, comme on dit, des politiques européennes. Alors ça, c'est évidemment, je pense, particulièrement utile que justement un réseau de chercheurs comme celui du GIS, réseau interdisciplinaire donc d'européanistes, se saisissent un peu cette question du greening. Je pense d'abord et avant tout parce que c'est typiquement un mot qui justement fait florès aujourd'hui dans les politiques européennes, sature un petit peu l'agenda européen. Il est un peu partout dans les discussions et effectivement dans les différentes politiques européennes. On voit que c'est devenu en fait un mot d'ordre un peu transversal. C'est pas complètement nouveau. On pourrait peut-être faire l'histoire de l'entrée de ce mot dans les politiques européennes. Moi, mais je soumets cette hypothèse à mes collègues, peut-être au moment des politiques du semestre européen, où on a commencé à parler de verdissement du semestre européen. Mais bien sûr, les politiques environnementales des communautés européennes, comme on disait dans les années 70, remontent bien plus loin. Mais cette entrée vraiment comme mot d'ordre transversal des politiques publiques, je pense que ça date plutôt de ces toutes dernières années. C'est antérieur à la commission von der Leyen, mais il est évident que la commission von der Leyen, dès la fin 2019, en a fait en quelque sorte le cœur de son agenda politique. Voilà, donc c'est le Green Deal européen annoncé en 2019 avec cet objectif transversal de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne en 2030 vers 55% des niveaux de 1990, hein, et donc non pas à 2050 comme l'a dit notre ministre hier à la radio. Et c'est ce qu'on appelle le plan Fit for 55, c'est-à-dire qui ouvre tout un nouveau cycle législatif européen pour, je cite, faire de l'Europe un continent climatiquement neutre. Voilà. Et donc, ce greening, comme on dit, se retrouve aujourd'hui dans une multiplicité d'espaces, d'institutions, de politiques européennes. Et c'est un peu pour ça qu'on a décidé de rassembler, de réunir des universitaires, des collègues de disciplines différentes, de travaillant sur des politiques différentes pour essayer de faire un petit peu le point, parce que justement, le mot s'est tellement bien acclimaté, le mot greening s'est tellement bien acclimaté à l'espace européen qu'on ne sait plus très bien ce que ça veut dire et il est complètement maintenant, fait complètement partie du Eurospeak, comme on dit. Et donc, il faut un petit peu percer le voile sémantique, en quelque sorte, qui s'est un peu qui a enveloppé un peu les politiques européennes et essayer de comprendre ce qu'il en est effectivement des transformations des politiques européennes et ce, aussi bien du côté du droit, du côté des politiques monétaires, du côté bien sûr de la PAC, du côté de l'Europe sociale. Voilà. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on a conçu ce panel dont on est très fier avec Karim, parce que ce sont voilà, d'éminents collègues, de grands spécialistes de ces questions-là. Et je crois qu'en croisant nos regards, voilà, on va, j'espère, produire une analyse justement critique un petit peu de ce qu'il en est de ce tournant vers. Alors, une façon de résoudre un peu cette difficulté avec les mots, c'est de faire ce que notre collègue Stéphane Écoute fait en parlant, lui, de processus de climatisation des politiques européennes, enfin des politiques globales et notamment des politiques européennes. Donc, on peut se poser la question de ce processus de climatisation. Dans quelle mesure, effectivement, les différentes politiques, les différents acteurs, les différentes institutions européennes se sont en quelque sorte enrôlés dans ce nouvel horizon normatif et dans ce nouvel horizon de politique publique. Et donc ça, il me semble, premier ensemble de questions qui permet aussi de comparer aussi entre politiques la mesure dans laquelle ce processus de climatisation est avancé ou pas. Et puis, il y a une autre série de questions, peut-être
sensible pour le politisme, je ne sais pas, mais qui est la manière dont cette climatisation, disons, justement, s'ajuste à l'Union européenne comme fabrique des politiques publiques. Est-ce qu'il y a une forme spécifique, justement, des politiques, enfin, de cette transition écologique à l'échelle de l'Union européenne? Et dans quelle mesure on retrouve finalement dans ces politiques écologiques certaines des lignes de pente du gouvernement européen? Ça peut être cette préférence pour une logique managériale des instruments et des projets, dont on trouve par exemple la trace dans un rapport qu'a fait la Cour des comptes européenne des comptes, sur le bilan finalement assez médiocre des politiques de biodiversité de la PAC, parce que les objectifs, justement, les indicateurs, le gouvernement par indicateur, a laissé énormément de trous, énormément de flou, de sorte que les logiques d'application locale ont fait que très peu des objectifs initialement affichés, au moins pour la vague de PAC antérieure jusqu'en 2020, n'ont été effectivement remplis. Donc il y a d'abord cette logique des instruments, cette logique managériale qui est une caractéristique, une ligne de pente des politiques publiques européennes qu'on retrouve, il me semble, mais c'est une question finalement un peu transversale à chacun de nos intervenants. Il y a aussi cette question des modèles politiques avec lesquels on fait l'Europe. Est-ce qu'on retrouve effectivement dans cette transition écologique à la mode européenne cette écologie de marché qui est aussi une des marques de fabrique, non pas l'écologie de marché, mais ces solutions de marché qui sont une des marques de fabrique du gouvernement européen, comme on l'a vu bien sûr pour le marché carbone et pour dans d'autres domaines. Et ça nous interroge donc sur les modèles politiques qui sont mobilisés pour conduire ce changement climatique, enfin ce changement des politiques. Et puis, dernière série de questions, mais c'est tout à fait subjectif, je pense à chacun d'entre vous d'allonger la liste en quelque sorte. Dans quelle mesure finalement le gouvernement de cette transition écologique reproduit certaines des lignes de pente, là aussi, du gouvernement européen, c'est-à-dire de faire piloter en quelque sorte ses priorités par des institutions indépendantes. Ça peut être le rôle que jouent les juges, le rôle que joue la Banque centrale européenne et aussi, d'une certaine manière, le rôle que jouent les agences indépendantes et notamment aussi, d'ailleurs, la Commission. Voilà, c'est simplement un ensemble de points pour commencer en quelque sorte à faire le tour du problème. Je vais immédiatement passer la parole à Karim, mais je voudrais, avant que Karim ne présente nos intervenants, remercier Héloïse Roll, qui est la secrétaire générale ici présente, secrétaire générale du GIS Eurolab et qui a monté ce séminaire. Et donc, je voudrais la remercier chaleureusement. Je me joins bien sûr à ces remerciements et donc je vais dire juste quelques mots pour présenter les 4 intervenants et 4 spécialistes reconnus de la question, mais qui, comme le disait Antoine, vont parler de points de vue à la fois disciplinaires différents et puis en même temps qui sont spécialistes d'objets qui sont également différents. Et donc, on espère qu'à travers ces différentes perspectives, ces différents points de vue disciplinaires et en termes d'objets, eh bien, ce mot d'ordre transversal de la climatisation ou du verdissement des politiques européennes pourra trouver un éclairage. Alors, je vais commencer par présenter Estelle Brosset, qui nous vient de loin, puisqu'elle nous vient en train, je précise, de l'Université d'Aix-Marseille. Elle est professeure des universités en droit public et elle est particulièrement spécialiste du droit de l'Union européenne, en particulier du droit européen de l'environnement et de la santé. Alors, je ne vais pas énumérer tous les titres que vous avez reçus dans votre domaine, puisque j'ai dit que je devais rester bref, mais qu'il suffise ici de signaler que vous avez donc rédigé de très nombreux travaux, à la fois sur le droit européen de la santé, sur les questions de bioéthique, et puis bien entendu sur le droit européen et international de l'environnement.
Et donc, merci d'avoir accepté de vous joindre à ce débat aujourd'hui. Alors, Jésabel Coupé-Soubeyran nous vient de moins loin, puisqu'elle enseigne l'économie en tant que maîtresse de conférence à Paris 1 et qu'elle est en outre également conseillère scientifique de l'Institut Veblen. Et là, la perspective va être à la fois bien sûr disciplinairement, mais en termes d'objets très différentes, puisqu'elle est spécialiste d'économie financière et d'économie monétaire, thèmes sur lesquels elle a également publié un très grand nombre de travaux, tant sur la réglementation bancaire que sur les politiques monétaires, en avançant notamment l'idée que la monnaie a un rôle important en tant que bien commun dans la politique de transition écologique. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pensé à vous pour ce panel et également pour une autre raison, parce que vous avez également toute une réflexion sur, disons, on pourrait appeler ça la science publique, sur la manière de rendre publics les travaux scientifiques. Et donc, on vous remercie beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, Andy Smith nous vient, lui, de relativement loin, puisque c'est de Bordeaux. Donc, il est directeur de recherche au CNRS, au centre Émile Durkheim. C'est donc un des grands spécialistes de sociologie politique de l'Union européenne, avec de très nombreux travaux à son tableau de chasse. Je ne sais pas si c'est d'actualité, mais bon, je ne sais pas si la métaphore est heureuse ici. Donc notamment donc, sur le gouvernement de l'Union européenne, sur les politiques industrielles européennes. Mais notre invitation vient surtout d'autres travaux sur la politique agricole commune, qui est aussi, vous nous le direz, une forme de politique industrielle d'un certain point de vue, et des travaux que vous avez publiés notamment en collaboration avec Marc Ansaloni, qui a été retenu par d'autres obligations et ne pourra pas être des nôtres ce soir. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Et puis, notre invité le plus lointain nous a fait le plaisir et l'honneur de nous rejoindre par Zoom depuis le Brésil où il est en séjour. Il s'agit de Philippe Pochet, qui est donc professeur à l'Université de Louvain et puis directeur de l'Institut syndical européen de Bruxelles. Philippe Pochet, c'est l'un des grands spécialistes de l'Europe sociale. Et dans le cadre des travaux qu'il a réalisés depuis très longtemps dans ce domaine, il a déjà formulé un ensemble de thèses sur les liens entre la politique sociale européenne et la transition écologique. Nous l'avons aussi invité parce qu'il travaille actuellement à un projet d'ouvrage qui explore de manière systématique le lien entre ces deux domaines et les voies d'une transition écologique qui soit socialement juste. Donc, c'est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui et nous vous remercions d'avoir accepté de vous joindre à nous, en espérant que le décalage horaire soit encore acceptable. Merci. Chacun des intervenants va disposer d'une quinzaine de minutes pour une première intervention, un état des lieux qui sera réalisé donc à partir de ces points de vue disciplinaires et de ces spécialités en termes d'objets dont j'ai parlé. Et je propose qu'on commence par... je ne sais pas qui veut commencer. Sinon, Estelle Brosset, si vous voulez. Ouais. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, je dois dire que ça m'arrange de prendre la parole en premier lieu au regard des présentations de chacune et chacun, parce qu'à la différence de mes collègues, je ne suis pas spécialiste d'une autre politique européenne qui aurait été Verdi depuis longtemps ou depuis plus récemment. Je suis spécialiste de droit européen de l'environnement, donc de cette branche principale qui forme un ensemble d'obligations juridiques en matière de protection de l'environnement.
Donc, j'aurai un propos d'ensemble, un propos de juriste, et j'ai essayé de, finalement, à partir de ce terme de greening, de voir du point de vue du juriste, d'un point de vue assez général, à quoi ce mot valise peut renvoyer, à quelle réflexion il peut renvoyer. À mon sens, alors j'ai pris 3 figures qui semblent sans doute un peu faciles, mais je vous les soumets quand même. À mon sens, du point de vue du droit, parler de greening impose, oblige d'envisager 3 types d'entrées, 3 types de figures. La première figure, c'est ce que j'ai appelé le greening par le droit de l'Union lui-même. Je vais vous en dire un mot rapidement. La seconde figure, c'est le greening en droit de l'Union, ce qu'il signifie en droit de l'Union. Quel autre terme nous employons, nous, en tant que juristes, pour désigner le greening en droit de l'Union? Et puis, la troisième figure, c'est le greening du droit de l'Union lui-même, donc par, en et du. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'en réfléchissant à ces 3 figures du greening en droit de l'Union, à chaque fois, il y a un contraste assez saisissant entre ce qui est annoncé et ce que l'on peut lire en creux. Alors, commençons par la première figure, le greening par le droit de l'Union. C'est peut-être l'entrée la plus simple, c'est celle que je connais la mieux, en fait, c'est la constitution d'un droit de l'Union européenne de l'environnement, droit de l'Union européenne de l'environnement qui, par son existence même, va permettre de verdir des droits nationaux et plus généralement de verdir la société, d'emporter des transformations de l'environnement dans le sens de sa protection. Cette figure-là est bien connue parce qu'elle est ancienne. Antoine l'a dit, c'est sans doute l'environnement l'une des premières politiques de la communauté. Depuis 1971, on trouve une communication de la Commission sur cette question-là. L'environnement est entré dans le traité avec l'acte unique et depuis lors, les années 70, le corpus juridique s'est forgé, assez imposant. Eurlex, que j'ai consulté à nouveau, dénombre à l'heure actuelle 956 textes en droit de l'environnement sur des problématiques extrêmement diverses qui sont aussi diverses que ce qui est traité au plan du droit national dans les ordres juridiques nationaux. Donc un greening d'importance si l'on regarde ce corpus qu'est le droit de l'Union européenne de l'environnement. Toutefois, et c'est le premier contraste, et j'irai assez rapidement là-dessus, l'effectivité et l'efficacité de ce droit continuent d'interroger et de peupler la doctrine juridique. Le greening par le droit ne prendrait pas complètement. Pour l'effectivité, entendue comme la question de l'application et de l'inapplication du droit de l'Union, on ne compte plus les études qui portent sur les cas d'inapplication ou de mauvaise application. Alors, la Commission a sorti son rapport annuel le 5 octobre dernier sur le contrôle de l'application du droit de l'Union, où elle fait finalement une synthèse des procédures d'infraction que la Commission a lancées en 2021 et puis des procédures encore en cours. Et si on lit ce rapport, on se rend compte que dans la grande majorité des cas, l'environnement est en première position. En tous les cas, si on regarde sur un temps long, sur les 1930 procédures d'infraction en cours, 356 sont en environnement, ce qui est en première position. S'agissant de l'efficacité, donc de la capacité d'une règle de droit à atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé, en dehors même de son système juridique, là encore, on ne compte plus les constats réguliers. La Cour des comptes en matière de biodiversité l'a dit également. On ne compte plus donc les constats réguliers qui concluent au fait que le droit de l'environnement est extrêmement développé, sophistiqué, et de l'autre, la dégradation de l'environnement continue d'être très forte. Donc, une première entrée qui est de s'intéresser au droit de l'Union européenne de l'environnement lui-même, le greening, par le droit de l'Union, avec ce contraste assez saisissant entre un corpus dense, ancien, et des questions d'effectivité et d'efficacité qui demeurent très vives. Le second élément est ce que j'ai appelé le greening en droit de l'Union européenne. Alors, le greening en droit de l'Union européenne prend un nom que les juristes connaissent bien,
qui est le nom du principe d'intégration. En effet, dans le traité, il existe depuis 1900, alors pas dans le traité, mais depuis 1971, c'est un principe qui est évoqué, il a été intégré grâce à l'acte unique dans le traité. Il existe un principe qui est désigné sous le terme de principe d'intégration, qui est désormais à l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui est libellé ainsi: les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. Ce principe d'intégration est un principe ancien et qui s'est, au fur et à mesure des années, solennisé de manière assez importante. Comme je le disais, il a été évoqué dans le premier programme d'action de la Commission. Il est présent dans l'acte unique, mais il est présent sous un format assez peu dynamique, où il est dit que les exigences sont une composante, sous la forme d'un constat. Et progressivement, le libellé s'est dynamisé. Le traité de Maastricht le libelle comme une exigence qui devra être intégrée. Et surtout, ce principe va quitter le titre sur l'environnement pour remonter dans les dispositions générales. Il est désormais en haut du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, parmi les principes généraux. Et par ailleurs, il est repris dans la charte des droits fondamentaux à l'article 37 de manière strictement équivalente. Donc un principe d'intégration qui est l'autre nom pour le juriste du greening, qui est un principe ancien, qui n'est pas du tout récent, qui est même plus ancien que le principe de précaution si l'on compare à d'autres principes de droit de l'environnement. Il est inscrit dans le traité sous un format prescriptif, c'est donc une obligation. Il ne s'agit en aucune manière d'une déclaration d'intention. C'est une obligation juridique du droit primaire. Toutefois, et c'est là aussi un contraste assez saisissant, alors même que Ludwig Kramer, qui a été à la Commission européenne et nous dit que ce principe est sans doute le principe le plus important de tous les principes environnementaux, sa discrétion en droit, en particulier sur le terrain du contentieux, est extrêmement saisissante. Si l'on regarde en effet l'opérationnalisation de ce principe, on ne peut qu'être quelque peu frustré, en tout cas lorsqu'on a un point de vue de juriste. Alors certes, au plan politique, dans la négociation, notamment via les analyses d'impact, le principe d'intégration est un principe important. Il est repris dans le Green Deal sous le terme du serment vert ou le principe de ne pas nuire, ce qui exige que pour toutes les propositions législatives ou les propositions d'actes délégués soient mesurées les incidences pour le changement climatique ou en défaveur du changement climatique, aux côtés des incidences en défaveur des droits de l'homme ou des incidences budgétaires. Donc au plan politique, il y a des mécanismes, l'analyse d'impact, ou des mécanismes institutionnels qui permettent de lui donner corps. Mais au plan contentieux, le principe d'intégration ne joue quasiment aucun rôle. Aucune annulation d'acte de l'Union n'a eu lieu pour violation du principe d'intégration. L'utilité contentieuse n'est pas complètement nulle. C'est un principe qui a été beaucoup utilisé dans les contentieux de la base juridique pendant un temps, lorsqu'il a fallu choisir entre la base juridique environnement et la base juridique marché intérieur, et que le choix allait emporter des différences quant aux modalités de vote pour l'adoption des actes. Dans ces contentieux-là, peut-être dans le débat, je pourrais en reparler, le principe d'intégration a été utilisé par le juge pour opérer un choix en faveur d'une base juridique plutôt que d'une autre. Mais même dans ces contentieux-là, qui sont en général montés en épingle comme des applications contentieuses du principe d'intégration, on se rend compte que le principe ne joue qu'un rôle secondaire dans le raisonnement du juge, après une multitude d'autres éléments, et en particulier l'analyse du but et du contenu de la mesure. J'ai trouvé une thèse que je ne connaissais pas, qui est une thèse de Romain Goss, qui s'intitule « Les normativités du principe d'intégration », qui est une thèse assez récente de 2019, dans laquelle le docteur en droit nous donne à voir l'intégralité de ces contentieux sur le principe d'intégration. Et s'agissant des contentieux sur les mesures nationales, une interdiction pour les poids lourds de circuler dans la vallée d'Inn en Autriche, là encore,
Le principe d'intégration est utilisé par le juge pour vérifier la compatibilité des mesures nationales à des libertés, notamment la libre circulation des marchandises pour le cas que je vous ai cité. Mais ce principe d'intégration joue aussi, là encore, un rôle assez subsidiaire, puisqu'il va simplement permettre de constater que l'entrave est justifiée dans son principe, mais au moment de la mise en application, c'est le principe de proportionnalité qui est retenu. Et la référence au principe d'intégration finalement n'aboutit à aucun changement sur la manière de procéder à ce contrôle de la proportionnalité. Donc, il est constant, et je reprends la formule à Romain Gauss, que le principe d'intégration au plan contentieux ne fait rien par lui-même, ni vis-à-vis des actes de l'Union, ni vis-à-vis des mesures nationales. Sa mobilisation par le juge européen est toujours subsidiaire, accessoire, et le principe reste finalement assez discret. Le troisième élément, c'est le greening du droit de l'Union lui-même. C'est finalement les réflexions d'un certain nombre de collègues, bien au-delà du droit de l'Union. Je pense aux réflexions de Laurent Fombostier en droit constitutionnel, qui vont essayer d'envisager la manière de réformer les conditions mêmes du droit. L'idée, au fond, est de dire que pour que le droit soit un droit réformateur, un droit qui permette de verdir la société, il faut en réformer ses conditions. C'est toute la question de l'écologisation du système juridique lui-même, de l'avènement d'un droit écologique qui permettrait d'aligner ou de relire ces notions fondamentales, ces procédures, ces techniques d'interprétation au regard de la rationalité écologique. Or, si l'on regarde en droit de l'Union, on peut se dire a priori que ce greening du droit de l'Union européenne a eu lieu. Le Green Deal lui-même est en quelque sorte une marque forte d'un vocabulaire intégré dans le droit, ici dans une communication, mais ensuite intégré dans la loi européenne pour le climat, qui a débouché sur 15 propositions d'actes. Donc on a ici une Fit for 50, on a ici un corpus qui est tout à fait greené, en tous les cas, du point de vue du vocabulaire employé. Cependant, si on regarde au fond les catégories juridiques, ces catégories juridiques sont assez faiblement écologisées. Le seul exemple qui est donné régulièrement par la doctrine juridique, il est assez ancien et il est assez limité, c'est l'exemple de la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale. Une directive sur la prévention et la réparation des dommages environnementaux, qui est une directive très intéressante, puisque c'est la première fois qu'est reconnue en droit, au-delà même du droit de l'Union, un dommage environnemental pur, et qui introduit une modalité de réparation originale de ce dommage environnemental pur par la remise en état. On estime que, pour le droit français, le préjudice écologique plonge ses racines en quelque sorte dans cette directive 2004/35. Donc, on aménage une catégorie, notre catégorie de responsabilité, pour reconnaître une responsabilité détachée de la responsabilité pour les biens et personnes. Mais à part cet exemple-là, très franchement, je ne vois pas beaucoup d'écologisation ou de verdissement du droit de l'Union en tant que tel. Au contraire, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a ici une forme de retard du droit de l'Union. Et je prendrai deux exemples. Le premier exemple, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance, vous le savez bien, dans la Charte des droits fondamentaux, de droit à un environnement sain, alors même qu'on peut le trouver dans d'autres chartes constitutionnelles ou de manière indirecte par le biais de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. L'article 37 se contente de formaliser deux principes, le principe d'intégration et le principe de protection à un niveau élevé de l'environnement. Autre exemple, les recours devant le juge de l'Union, en particulier le recours en annulation, est un recours qui est clairement mal taillé pour traiter les questions environnementales, puisque les personnes physiques et morales, et en particulier les ONG de protection de l'environnement, doivent démontrer qu'un acte les affecte individuellement et directement, ce qui est quasiment impossible lorsque la violation est une violation d'ensemble. Et d'ailleurs, la Cour de justice a refusé par 2 fois des recours climatiques dans l'affaire Carvalho et Sabot, au motif que les requêtes étaient irrecevables. Donc on voit bien ici, je pourrais y revenir dans le débat, on voit bien ici que l'écologisation des droits fondamentaux et des droits fondamentaux procéduraux est assez peu développée en droit de l'Union.
Alors simplement peut-être, je ne sais pas si j'ai encore temps, 2 minutes, alors je réserverai pour la discussion, mais simplement annoncer, au final, il me semble qu'il peut y avoir, malgré cette conclusion qui peut paraître assez pessimiste, en tous les cas qui insiste sur ces contrastes entre ce qui est annoncé et ce qui est, il me semble qu'il y a un certain nombre de perspectives, parfois déjà réalisées, parfois prospectives, qui sont intéressantes. Du côté de la Charte des droits fondamentaux, je pense que l'article 37 pourrait être utilisé d'une manière plus dynamique. Du côté du principe d'intégration, qui pourrait être rattaché au principe de protection à un niveau élevé et développer des potentialités plus importantes. Et du côté du recours au juge, il me semble qu'il y a 2 éléments qui sont intéressants. D'abord, le fait que les juges nationaux, partout en Europe, ont amorcé la reconnaissance des faits juridiques obligatoires des engagements de l'État au titre du droit de l'Union. Et d'autre part, parce que même si les ONG en particulier n'ont pas un accès facilité à la Cour de justice de l'Union européenne, a été mise en place une procédure qui commence à faire à déboucher sur des contentieux stratégiques tout à fait importants. A été mise en place une procédure qu'on appelle la procédure de réexamen des actes adoptés au titre du droit de l'environnement, qui permet à une ONG de demander à toute institution de réexaminer un acte administratif dans le domaine de l'environnement. Ces actes administratifs sont désormais des actes individuels comme de portée générale, à l'exception des actes législatifs. Et si l'institution refuse de réexaminer, alors l'ONG peut attaquer la décision de refus devant la Cour. Donc il y a ici un mode d'accès au prétoire qui est certes indirect, mais qui est désormais assez ouvert et que les ONG utilisent depuis quelques mois. Le règlement a été modifié le 6 octobre 2021 de manière très, très abondante. Je vous remercie, mais on pourra prolonger la discussion. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette présentation tout en nuances et qui, quand même, s'est terminée sur un optimisme raisonnable. Voilà, et je vais passer la parole à Andy Smith pour nous parler de la politique agricole commune. Et d'une certaine manière, cette politique, c'est une politique aussi dont on a beaucoup vanté le verdissement. Est-ce que là aussi, il y a contraste ou est-ce que, au contraire, on peut avoir un optimisme, non pas pour le futur, mais pour le présent? Bon, je ne sais pas si je vais être très optimiste, mais en tout cas, je vais vous parler de la politique agricole commune, la PAC, au travers des résultats d'une recherche que j'ai fait avec Mathieu Anceloni l'an dernier sur la filière blé, en fait, sur une composante importante de cette politique agricole commune, importante pour l'Union européenne, mais importante aussi pour la France. Donc, en partie, je serai assez franco-français aujourd'hui, ce qui me fait rire parce que je ne le suis pas. Mais en tout cas, mon objet, je parle de la France, mais je parle de la France dans l'Europe, dans l'Union européenne. Et pour la PAC, c'est difficile de parler de la PAC sans parler de la France. Donc, je me justifie ainsi. Donc, si je peux peut-être aller au deuxième slide. Merci, Héloïse. Donc, effectivement, cette recherche a été faite. C'est une commande qu'on a un peu provoquée, mais du côté du Haut Conseil du climat, donc c'est un service du Premier ministre. Et ce qui les intéressait, c'était d'avoir quelques biscuits pour mieux comprendre, on va dire ça, appeler ça poliment, les mécanismes sociaux des effets climatiques de l'agriculture française, c'est-à-dire les causes politiques de ces effets climatiques, notamment dans le contexte de la négociation européenne en cours sur le Green Deal et sur Fit for 55, et à travers ce que nous on fait, Mathieu et moi, en tout cas, une économie politique des industries, et cette fois-ci de l'industrie agroalimentaire, et au sein de cette industrie, le segment blé. Donc, on n'avait pas beaucoup de temps, donc on a précisé l'objet, et on a pris notre microscope et on a essayé, au travers cet objet qui n'est pas si petit que ça, de voir plus de choses. En clair, au départ, en tout cas, le Haut Conseil du climat était intéressé par notre approche pour essayer de leur donner plus de
plus de billes pour effectivement être encore plus critique par rapport au ministère de l'Agriculture notamment. L'histoire ne finit pas comme ça, mais je raconterai. Donc, rapidement, je parlerai très rapidement de méthodes et sources. Ensuite, j'enchaînerai sur effectivement les effets climatiques de l'économie politique de cette industrie qui est le blé. Ensuite, un point plus spécifique sur la construction de la position de la France par rapport à la PAC. Ça s'appelle formellement le plan stratégique national. Un petit mot sur une sociologie des élites de la filière blé que nous avons conduit et conclure avec quelques points. Je ne sais pas si c'est très optimiste, mais j'y reviendrai. Donc, juste en termes de méthode des sources, bon, je vais être très rapide là-dessus, je pourrais revenir dessus. Donc, c'est une approche que nous, à la fois structuraliste et constructiviste. Structuraliste dans le sens qu'on s'intéresse au modèle productif des industries, je reviendrai, structuré par les institutions, là, entendu dans un sens sociologique, comme des règles et des normes et des attentes stabilisées, et des relations de pouvoir qui, à la fois, façonnent ces institutions et sont façonnées par les institutions. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, bien sûr, on a fait de l'analyse documentaire, on a trouvé des statistiques assez descriptives, on a pu faire une vingtaine d'entretiens avec des responsables de l'industrie du blé en France, et on a essayé d'établir les propriétés sociales des élites qu'on a découvert en cours de route. Alors, pourquoi cette économie politique de la filière du blé, pourquoi elle a une empreinte climatique aussi significative? Bon, d'abord et avant tout parce que ça s'inscrit pleinement dans le modèle productif fordiste de l'agriculture française et européenne qui s'est mis en place dès les années 50-60, qui a été renouvelé sensiblement au début des années, à la fin des années 80, début des années 90, mais qui est toujours fondé sur la production des volumes qui visent des marchés d'exportation et au sein de l'Union européenne cherche une productivité maximale, ce qui explique le haut usage d'intrants et bon, tous les effets polluants de ces intrants. Donc, bon, c'est peut-être pas le lieu pour rentrer dans le détail, mais on a une méthode qui effectivement décline chaque industrie en 4 volets. Il y a un volet approvisionnement et production, un volet finance, un volet commercialisation et un volet RH, ressources humaines. Et vous voyez bien, bon, à nouveau, hein, je ne vais pas être tout décrire, mais je pourrais revenir dessus, que sur toute la ligne, le rapport au climat de l'industrie du blé est extrêmement négatif, négatif dans le sens d'impact sur l'environnement. Premièrement, parce que pour ce qui concerne tout ce qui est production, en fait, bien sûr, il y a des règles, il y a du droit par rapport à d'autres pays dans le monde. Effectivement, on pourrait le dire, et la FNSEA le dit tous les jours, on a beaucoup plus de contraintes pour produire du blé en Europe qu'ailleurs, mais mine de rien, ces contraintes ne sont pas si élevées que ça et n'infléchissent pas les pratiques des agriculteurs en matière d'intrants. Le RI Finance, très dépendant de la PAC, les aides directes de la PAC, est une partie du soubassement financier du modèle productif, une partie intégrale. En termes de commercialisation, je l'ai déjà dit, on vise toujours des produits standardisés de masse. Il n'y a pas une grande recherche de produits à valeur ajoutée. Effectivement, la partie RH de l'industrie qui est consacrée à la recherche et le développement n'est pas tournée vraiment vers la réduction très, très importante de l'usage des intrants. Il est plutôt au nom de l'agriculture de la précision de faire en sorte que on vise mieux les plantes, ce genre de choses. Donc, à la limite, on pollue mieux, un peu moins, en polluant mieux, mais on ne change pas le modèle productif pour autant.
Alors, si je passe maintenant effectivement à ce fameux plan stratégique national, je dis fameux parce que, bon, dans des journaux, en tout cas le journal que je lis, Le Monde, on en a parlé beaucoup. Pourquoi? Parce que pour mettre en œuvre la PAC actuelle, tout État membre a été sommé à produire un plan de mise en œuvre. Et le premier plan soumis par le gouvernement français a été retoqué par la Commission. Ça a beaucoup vexé à la fois les ministres, surtout le ministre de l'Agriculture, le Premier ministre aussi, mais aussi la FNSEA et la GPB qui est sa variante blé, si on peut dire. Donc, il y a eu un processus que nous avons découvert au fil de nos entretiens, notamment, de réécriture de ce plan national français. Finalement, effectivement, le plan a été accepté par la Commission, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste 2 points. Finalement, il n'y a pas eu de grands changements sur le fond, sur le plan substantif. Le plan n'a pas changé énormément. Par exemple, pour ce qui concerne ce qu'on appelle la certification haute valeur environnementale, qui est un espèce d'ersatz de l'agriculture bio pour l'agriculture conventionnelle. Ceci a été quand même inclus dans le plan final, là où la Commission avait été très sceptique au départ. Finalement, la Commission a accepté. Et puis, le deuxième enseignement de notre analyse, le plus intéressant à mon sens, c'est qu'au cours de ce processus de réécriture, le ministère de la Transition écologique a été clairement mis sur la touche, pas impliqué du tout. Il n'y a pas eu d'interministérialité, d'interministériel provoqué autour de la deuxième version du plan stratégique national. Et tout ceci a été fait vraiment avec l'appui de Matignon. Donc, un plan stratégique national français vraiment qui sort de la cogestion comme dans des années 70 agroalimentaire. Alors, comment expliquer tout cela? Effectivement, on a des données sur le processus des décisions lui-même, mais derrière tout ça, ce sont des élites qui se mobilisent, des élites socio-professionnelles, pour commencer, qui sont très mobilisées autour d'une interprofession qui s'appelle intercériale, où on voit qu'au sein de cette interprofession, ce sont c'est pas un scoop, hein, mais ce sont des acteurs multicasquettes, très FNSEA, très Assemblée générale des producteurs de blé qui prédominent au sein de cette interprofession. D'autre côté, quelque chose qui peut peut-être nous intéresser encore plus, il y a une participation très active des agents étatiques effectivement à la position hégémonique de ces élites-là au sein de l'industrie du blé. On voit par exemple la reconversion de certaines grandes figures du ministère de l'Agriculture, les hauts fonctionnaires bien entendu, mais qui sont passés par des cabinets et qui ont été directeurs, qui deviennent ensuite secrétaire général de l'Assemblée des producteurs de blé ou des céréaliers de France. Et on voit aussi, au travers de la structuration de la direction clé du ministère de l'Agriculture, que ce sont un certain type de hauts fonctionnaires qui peut accéder au poste de responsabilité pour ce qui concerne à la fois la négociation française et la négociation européenne en matière de l'industrie de blé. Bon, pour conclure et laisser la place au débat, un premier élément de conclusion est que, en fait, on voit bien qu'il y a une configuration française du blé qui est une configuration anti-climat, anti-greening, pour prendre le terme de ce soir, avec des composantes qui s'enchevêtrent les uns par rapport aux autres. Nous, on a énuméré 5, mais je vais finir par un 6e que je pourrais en dire plus.
ce soir. Premièrement, on a montré dans le rapport que c'est la structure et la régulation politique de l'industrie du blé en France comme à l'échelle de l'Union européenne qui contribuent sensiblement à la crise climatique. Deuxième point, il y a eu des efforts effectués pour améliorer son empreinte carbone. Par exemple, on utilise beaucoup moins d'engrais dans cette industrie qu'il y a 20 ans, mais ça, c'est plus un effet de prix que d'un effet de politique publique ou de droit. Et surtout, l'État français, en tout cas, ne pousse pas la filière à en faire plus sur ce plan. C'est une filière dont l'aval participe pleinement au modèle productif dominant. C'est pas enfin des acteurs de l'aval, c'est-à-dire des grandes coopératives, des entreprises de transformation du blé sont très actifs dans l'interprofession. C'est généralement plutôt des producteurs agricoles qu'on voit qui sont plutôt des porte-parole de cette interprofession, mais ils sont bien là et ils sont bien contents que le modèle productif qu'ils ont aidé à façonner au cours des 50 dernières années est toujours en place. Ça leur permet de continuer à exporter un peu partout dans le monde à des prix enfin, concurrentiels. Mais même si on peut se poser des questions, comme toujours, des effets sur des pays du Maghreb, par exemple, de l'arrivée de ces exportations françaises. Ça a souvent des effets déstructurants, comme on le sait. Ce qui nous a vraiment, c'est pas un scoop, mais cette régulation politique est dominée par un petit poignet d'organisations et même par un nombre assez réduit d'individus dans son sein. Ça, c'est pas étonnant, mais ce qui nous a frappé plus, c'est à quel point l'État, et notamment le ministère de l'Agriculture, mais aussi Matignon, est vraiment anti-pluraliste dans son approche de la manière dont cette dimension-là de la politique agricole commune pourrait devenir plus vert, pourrait se faire son greening. L'État, en tout cas le segment de l'État que nous avons vu, soutient constamment, presque automatiquement, ce que propose la FNSEA et c'est sa variante qui est la GPB, sa variante blé. Donc, dernier point, et là ça sort un petit peu de notre enquête, ce n'était pas dans notre enquête, mais il me semble que la régulation politique européenne de cette industrie et le sort du plan stratégique national français semble, on pourrait mobiliser ça comme un élément de preuve, c'est que a toujours beaucoup de mal à faire face à un grand État membre qui a des intérêts qui s'est construit un intérêt majeur pour sauvegarder l'industrie du blé telle qu'elle est. Et c'est plutôt ça qui prime sur les objectifs en termes de greening à l'échelle française et à l'échelle européenne. Bon, vraiment pour terminer, dernier slide. Bon, c'était un rapport, donc on nous a poussé à dire comment s'en sortir. Bon, nous, on a vraiment mis le paquet sur l'idée que les changements de politique publique ne sont pas possibles dans cette industrie, comme dans d'autres d'ailleurs, si on n'introduit pas davantage de pluralisme au sein même de la manière dont on régule cette industrie. Bon, on a émis cette idée que on a déjà tenté par le passé de rajouter plus de pluralisme au sein de l'industrie agroalimentaire française. On sait que plusieurs gouvernements se sont cassés les dents. Parfois, on peut se demander s'ils ont vraiment essayé. Mais cette fois-ci, pourquoi pas, au nom du climat, rattaquer sur le plan du pluralisme et de la démocratie pour essayer de faire advenir les possibilités même du changement.
Deuxième point, effectivement, là, ce n'est que si on remplit ces conditions-là que, me semble-t-il, que les propositions plus précises sur qu'est-ce qu'il faut faire pour réformer les politiques publiques en question, la PAC en première ligne. Mais si on pouvait effectivement rendre les choses, rendre le gouvernement de tout ça plus pluraliste, nous, on a pointé vraiment l'intérêt de limiter drastiquement l'accès aux aides publiques européennes et nationales à ceux qui ont, c'est-à-dire des producteurs qui ont des stratégies économes en intrant. Ce n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Vous pouvez toujours avoir vos aides directes, même en produisant à max. Ça, c'est clair. Et puis, ça ne peut pas, on ne peut pas avoir un changement à l'échelle uniquement de la France, uniquement de l'Europe, sans également intervenir à l'international, parce que sinon, on va toujours sortir la carte. Ah, on ne peut pas changer la politique européenne parce que les marchés mondiaux font qu'on aura toujours de la concurrence déloyale ailleurs. Donc, tout ceci n'est envisageable que s'il y a une stratégie multi-échelle qui est développée par ceux qui veulent du changement et qui ont la volonté, mais aussi les ressources pour le faire advenir. Merci. Merci beaucoup, Andy. Donc, sans faire de très longues transitions, on va passer du blé à une autre forme de blé, plus métaphorique. Oui, c'est très mauvais. Oui, il fallait oser. Avec Jezabel. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation à croiser non pas le fer, mais le regard avec des juristes, des politistes, des sociologues. Et je pense que pour aborder cette question du verdissement, on a impérativement besoin de croiser nos approches, de croiser ces regards. Donc, merci beaucoup. On s'est, jusqu'à présent, on s'est demandé si le droit de l'Union était en train de verdir. On s'est demandé si la politique agricole commune était en train de verdir. Moi, la question qui va m'intéresser, c'est plutôt la question de savoir si la politique économique au sein de l'Union, alors plus étroitement, parce que au sein de la zone euro, puisque je vais être amenée à parler de la politique monétaire, est-ce que cette politique économique est en train de verdir? Tout à l'heure, en introduction, l'objectif de l'Union en matière climatique a été rappelé, c'est-à-dire qu'il s'agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030 pour atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2050. Alors, ça nécessite plein de choses. Ça nécessite en particulier de mettre en place une coordination des différentes politiques économiques pour les orienter toutes vers cet objectif de neutralité climatique. Alors, on a peu de temps, je ne vais pas pouvoir parler de ce policy mix vert au complet dont on a besoin, c'est-à-dire de l'articulation d'ensemble, et je vais me concentrer sur l'un des leviers, l'un des instruments de ce policy mix vert, à savoir la politique monétaire. Donc, je vais poser plus étroitement la question de savoir si la politique monétaire européenne, et plus étroitement celle de la zone euro, est en train de verdir. D'accord ? Donc, c'est la question que je vais poser. De manière générale, disons quand même que les banques centrales parlent de plus en plus du climat. Et en particulier, la Banque centrale européenne est sans doute l'une des banques centrales qui en parle le plus. D'accord ? C'est une de celles qui produit le plus de discours, en fait, sur le climat, sur la transition écologique. Le changement qu'on essayait de dater un peu tout à l'heure, alors au niveau de la politique monétaire, au niveau de ce changement de discours en fait des banques centrales qui auparavant au contraire n'en parlaient pas du tout ou se défendaient de pouvoir agir en la matière, eh bien ce changement de discours, on peut le faire remonter en fait à la COP21 de 2015 et à un discours de l'un d'entre eux, en fait, de l'un des banquiers centraux de l'époque, Marc Carney, qui, quelques mois avant la COP21, s'adresse à un parterre de financiers et puis leur dit, grosso modo, que le dérèglement climatique, eh bien, ça induit des risques financiers importants
et qu'il serait important que les financiers s'en soucient parce que ça va signifier pour eux des pertes sonnantes et trébuchantes. Alors, c'était une façon assez habile de les sensibiliser. Après, c'est sans doute une façon un peu étroite de sensibiliser le secteur financier à la question. Mais en tout cas, ça a été un discours important. Et donc, à partir de là, et plus encore, en fait, à partir de la signature des accords de Paris, le climat est devenu une préoccupation des banques centrales parce que ce qu'il y a eu également d'inscrit dans les accords de Paris, c'est une mention explicite de la nécessité d'aligner les flux financiers, c'est-à-dire en fait les financements, les crédits, les prêts sur les objectifs de neutralité climatique. Donc c'est devenu une vraie préoccupation et ce qui est intéressant, c'est que depuis ce moment-là, les banquiers centraux et en particulier ceux de la zone euro ont cessé en fait de s'abriter derrière un principe qu'ils affichaient assez souvent auparavant, le principe dit de neutralité de marché ou de neutralité de la politique monétaire, selon lequel normalement la politique monétaire ne doit surtout pas déformer la structure de l'économie, la structure du marché, ne doit pas privilégier tel ou tel secteur, tel ou tel type d'actifs dans ces opérations. Donc, ce principe un peu cache-sexe de neutralité monétaire, eh bien, les banques centrales l'ont défait, si je puis dire, depuis quelques années. Et autre chose très intéressante quand on analyse le discours des banques centrales en matière climatique, c'est que depuis lors, progresse la façon de justifier l'action climatique. Donc, on est parti, si vous voulez, en fait, d'une situation où soit les banques centrales ne parlaient pas du tout du climat, soit se défendaient de pouvoir agir en la matière, à des discours dans lesquels, les banques centrales commencent à justifier leur action en matière climatique. Alors, première façon de justifier l'action en matière climatique, c'est d'adopter l'approche Marc Carney, c'est-à-dire de voir le problème sous l'angle de la stabilité financière. Or, depuis la crise de 2008, les banques centrales ont été réinvesties d'une mission de stabilité financière. Donc, c'est plutôt une façon pour elles d'aborder le problème. L'autre façon, façon d'aborder le problème, mais je disais tout à l'heure, façon finalement assez étroite, c'est-à-dire que quand les banques centrales s'en tiennent à une approche de cette problématique du dérèglement climatique sous l'angle des risques d'instabilité financière que ça induit, des risques financiers que ça induit, sur quoi ça débouche ? Sur du verdissement d'indicateurs, sur le verdissement d'instruments, comme tu disais tout à l'heure, mais pas tellement sur le verdissement des opérations de politique monétaire. D'accord ? Donc, approche un peu étroite. Autre façon de justifier l'action climatique des banques centrales, c'est en fait le fameux objectif secondaire de la Banque centrale européenne. Il y a, vous savez, sans doute dans l'article 127 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une attente du système européen de banque centrale, enfin vis-à-vis du système européen de banque centrale, ce qu'on attend, c'est qu'il apporte son soutien aux politiques économiques de l'Union dès lors que ça ne porte pas préjudice à l'objectif de stabilité des prix, qui est l'objectif primordial de la Banque centrale européenne, du système européen de banque centrale. Étant donné que l'Union européenne s'est fixé un objectif climatique, la Banque centrale européenne, plus largement le système européen de banque centrale, est censé apporter son soutien en fait à la BCE. Et ça, on aurait pu le faire valoir depuis assez longtemps. Bon, c'est des choses qui ont commencé, si vous voulez, à venir un peu progressivement, à infuser dans les discours de banquiers centraux. Mais ce qu'on entend en fait de plus en plus, depuis très peu de temps, depuis 2-3 ans, c'est une justification encore plus forte de l'action climatique des banques centrales, venant de banquiers centraux qui, en 2015, nous disaient encore que ce n'était pas du tout le job des banques centrales que d'agir pour le climat. Ce qui vient aujourd'hui comme type de discours, c'est un discours selon lequel le dérèglement climatique, c'est un facteur d'instabilité économique et monétaire. Ça touche donc en fait au cœur
du mandat de la Banque centrale européenne, qui est d'assurer la stabilité monétaire et économique au sein de l'Union. Et donc, ça devient quand même une justification très forte d'action climatique. Bon, alors, jusque-là, en fait, il y aurait presque des raisons d'être très, très optimiste en la matière. Pour autant, il ne faut pas se réjouir trop vite. Pas se réjouir trop vite, pourquoi? Parce que, d'une part, toutes les banques centrales ne parlent pas autant du climat. La Banque centrale européenne en parle beaucoup, la Banque d'Angleterre en parle beaucoup aussi, la Banque populaire de Chine en parle pas mal. La moitié de ses discours sont consacrés au climat. En revanche, eh bien, la Fed, elle, en parle très peu, et toutes les banques centrales des pays du Sud en parlent peu aussi. Et on le disait tout à l'heure, il faut, en la matière évidemment de la coordination à toutes les échelles, de la coordination internationale, et si les autres banques centrales ne le font pas, c'est un bon motif pour ne pas trop agir. D'accord ? Donc le fait que toutes n'en parlent pas, ça peut être, si vous voulez, une sorte de poids d'inertie dans l'action de celles qui veulent agir. Et puis par ailleurs, bien entendu, il ne suffit pas de parler du climat, il faut agir. Or, même les banques centrales qui en parlent beaucoup, et en particulier la Banque centrale européenne, eh bien, commencent à agir, mais très timidement. Alors, comment agir, justement? Comment les banques centrales peuvent-elles agir? Je dirais que il y a plusieurs nuances de vert, d'accord, dans les possibilités d'action, d'adaptation de la politique monétaire. Et ces différentes nuances de vert, alors je vais distinguer du vert clair, du vert moyen et puis du vert vif. Et dans ces différentes nuances de vert, il n'y a pas la même contribution à la lutte contre le dérèglement climatique, et il n'y a pas non plus le même niveau d'exigence en termes de coordination entre les différents leviers de politique économique, et notamment en termes de coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire, c'est-à-dire en termes de coordination entre banque centrale et puis trésor. D'accord ? Alors, nuance vert clair, ça correspond à tout un ensemble d'opérations qui pourraient verdir au niveau des refinancements, des exigences de collatéraux, et puis des achats de titres privés réalisés par les banques centrales. Ça, eh bien, ça n'exige pratiquement, je dirais, aucun changement sur le plan institutionnel. Ça peut se faire véritablement à mandat constant, et ça n'exige pas, en tout cas pas beaucoup, de coordination avec les autorités budgétaires, voire pas du tout. Le vert moyen, ça correspondrait au verdissement d'opérations d'achat de titres publics. D'accord ? Comme on l'a fait pour gérer la crise financière, pour gérer la crise sanitaire, mais là, pour gérer la crise climatique. Ça n'exige pas une réforme institutionnelle profonde, mais ça exige quand même un peu de coordination en amont avec les autorités budgétaires. Ce qui peut, si vous voulez, presque amener à penser que ça obligerait à redéfinir un peu l'indépendance de la Banque centrale européenne. Et puis, il y a ce que j'appellerais la nuance forte, pardon pour l'oxymore, mais le vert vif, d'accord, qui consisterait à mobiliser la Banque centrale pour le financement de la transition écologique, lui faire prendre en charge directement au moins une partie des investissements publics verts. Ça, pour le coup, ce n'est pas réalisable du tout à mandat constant. Ça exige un grand chamboulement institutionnel et un degré très élevé de coordination avec les autorités budgétaires. Alors, est-ce que j'ai un petit peu de temps? 2 minutes? C'est vrai? Bon. 2 minutes, ça ne me donne pas grand-chose pour rentrer dans chaque nuance de vert. Bon.
si je reprends, si vous voulez, chacune des nuances au niveau du vert clair. Donc, de quoi s'agirait-il en fait? Il s'agirait de faire dépendre les conditions de refinancement des banques de l'empreinte carbone de leur bilan, des efforts qu'elles fournissent pour contribuer au financement de la transition écologique. Alors, il y a pas mal de possibilités. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On pourrait verdir les financements standards, verdir des financements de plus long terme comme ceux que l'on a utilisés pour gérer la crise financière et sanitaire, et verdir en particulier un type de refinancement qui a été utilisé comme instrument de gestion de crise, qu'on appelle les TLTRO, c'est-à-dire des refinancements de long terme, mais ciblés. Alors, ciblés, c'est un bien grand mot. En fait, si vous voulez, ce sont des refinancements de plus long terme conditionnés. Alors, pendant la crise, ils étaient conditionnés au maintien de l'activité de crédit des banques et du crédit aux entreprises, du crédit non immobilier. Là, on pourrait très bien imaginer, en fait, que ces opérations soient verdies, c'est-à-dire que les banques qui accroissent la part des financements allant à la transition écologique voient leur taux de refinancement diminuer. D'accord ? Donc ça, ce serait une façon intéressante. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la Banque centrale européenne fait partie des banques centrales les moins en retard. D'accord, au moins en ce qui concerne le discours. Elle n'envisage aucune des mesures que je viens de mentionner là dans ce vert clair au niveau du verdissement des opérations de refinancement. Ça, c'est pas au programme. Ce qu'envisage la Banque centrale européenne et ce qu'elle a annoncé en fait au mois de juillet 2022, c'est que elle va verdir un peu au moins ses collatéraux, c'est-à-dire les actifs qu'elle prend comme garantie dans ses opérations de refinancement, et puis elle va verdir également ses achats de titres privés. Alors pareil, j'ai bien compris que le temps était limité, je vais pas aller trop dans le détail. Verdir les garanties exigées, c'est plutôt une bonne chose, mais c'est une option qui est à la faveur des banques centrales, qui fait l'objet de pas mal de travaux, qui fait l'objet de travaux au sein de ce que l'on appelle le réseau pour le verdissement du système financier, le NGFS. Donc ça, c'est une option assez pointue qui plaît bien au NGFS, parce que le NGFS a plutôt tendance à se représenter le verdissement de la politique monétaire comme quelque chose qui réduit en fait la marge de manœuvre de la politique monétaire. Et donc, le NGFS est plutôt partant pour des options comme ça un petit peu étroites. Alors, le verdissement des garanties, ça lui plaît bien. Il faut tout de même faire attention en la matière aux effets d'aubaine. Parce qu'au fond, c'est assez facile, si vous voulez, de présenter les actifs comme des green bonds et puis d'en faire des actifs éligibles aux collatéraux de la Banque centrale. Ce qu'a annoncé également la Banque centrale européenne, c'est que elle allait verdir ses achats de titres privés. Alors, les achats d'actifs, vous savez que ça a été quelque chose d'assez important dans la gestion de crise, mais ce qu'ont acheté les banques centrales, et en particulier la Banque centrale européenne, sont surtout des titres publics, pas des titres privés. Donc, c'est un tout petit bout des achats de titres. Et puis surtout, l'annonce arrive au moment où ces achats de titres vont cesser, puisque la politique monétaire se resserre pour lutter contre l'inflation. Donc, ça, c'est un petit peu l'effet de manche, mais quelque chose qui, au fond, constituera pas un levier important. Il faut que j'arrête, c'est ça? 1 minute. Alors, 1 minute. Le vert moyen, ce serait une grosse opération de rachat de titres publics qui seraient émis par les trésors au sein de la zone euro pour financer des programmes d'investissement public dans la transition écologique. Bon, ça c'est sur le papier, si vous voulez, c'est quelque chose en fait qui
qui est assez bien balisé. C'est-à-dire que les banques centrales ont fait beaucoup de QE. Elles pourraient faire un QE climatique comme elles ont fait un QE pour sortir de la crise financière ou comme elles ont fait pour gérer la crise, pour gérer la crise sanitaire. Le problème toutefois, c'est que c'est très exigeant en termes de coordination avec le Trésor. Donc, ce n'est pas quelque chose que les banques centrales envisagent, du moins pour le moment. Et par ailleurs, alors, vous voyez que finalement, ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est que dans le vert très clair, même si c'est tout à fait compatible avec le mandat de la Banque centrale européenne, il n'y a pas grand-chose qui est pour l'instant envisagé. Ce qui est envisagé et ce qui va se faire, c'est verdissement des collatéraux et verdissement des achats de titres privés. Mais les titres privés, de toute façon, elle va quasiment plus en acheter. Donc, essentiellement du verdissement des collatéraux. Vers moyen, ça exige beaucoup de coordination avec les autorités budgétaires. Ça va pas être envisagé. Et le vert vif, c'est-à-dire la prise en charge par la Banque centrale du financement d'une partie des investissements publics dans la transition écologique, ça qui exigeait un gros chamboulement institutionnel, ça c'est complètement en dehors des radars de la Banque centrale et on ne va pas leur reprocher. C'est-à-dire que la Banque centrale est obligée de penser le verdissement de la politique monétaire à l'intérieur de son mandat. Donc, si on veut la faire sortir en fait de son mandat, c'est-à-dire qu'il faut changer son mandat, c'est à nous, citoyennes, citoyens, de le vouloir et c'est aux politiques en fait d'impulser ce type d'évolution. Bon, je vais m'arrêter là et puis on poursuivra s'il y a des questions sur le sujet. Merci beaucoup. Donc, on voit bien que, comme dans le cadre de la PAC, on a affaire à des configurations institutionnelles ou à des configurations politiques qui, en fait, sont génératrices d'une forme de conservatisme sectoriel, ou en tout cas de lenteur des transformations sectorielles. Et du coup, je vais laisser la parole à notre dernier orateur, donc Philippe Pochet, qui va intégrer tout un ensemble de dimensions, notamment liées à la justice sociale dans ces enjeux de verdissement. Oui. Vous nous entendez? Oui, ouais, vous m'entendez bien? Merci. OK. Alors, merci de l'invitation. C'est effectivement passionnant sur la dernière intervention. On a juste publié à l'Institut aussi un papier comparant la politique de la FED et la BCE dans les domaines de l'inégalité et en matière d'environnement qui vont tout à fait dans le sens de la dernière oratrice. Mais ici, je suis plus pour parler de la question sociale et je vais essayer de le faire en 4 points en introduisant finalement un peu la difficulté de la thématique et le vague de la thématique en regardant 3 grandes tensions qui existent, en donnant un exemple, le cas de l'industrie automobile de développement non social et non environnemental, et puis en regardant peut-être, si j'ai le temps, les grands absents en termes de thématiques et de lieux que sont le marché intérieur et la protection sociale. Donc, le premier point, c'est toutes ces discussions entre le social et l'environnemental. La grande difficulté, c'est qu'on se retrouve vraiment devant des communautés qui sont très différentes et qui, jusqu'à présent, ne dialoguaient pas vraiment. En tout cas, il n'y avait pas une masse critique suffisante pour parvenir à poser des nouvelles questions ou de reposer des questions. On peut dire, c'était aussi le cas du premier exposé en matière de droit de l'environnement et droit social. Il y a une tentative de dialogue, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes juridiques de mettre du social dans du droit de l'environnement et inversement? Une fois qu'on a dit quelques réflexions très générales, on ne va pas très loin. Même chose, droit en matière de santé, sécurité et droit de l'environnement, deux aspects de la même pièce, mais ça veut dire quoi si on veut essayer d'aller plus loin? Donc, je pense que ça, c'est un des grandes difficultés qui est en train de changer. Pour le moment, il y a rapidement des gens, surtout du côté social, qui essayent d'approfondir la question environnementale, mais c'est fondamentalement un grand effort, si on est spécialiste dans un domaine comme moi en matière sociale, d'essayer de comprendre
correctement et techniquement des enjeux environnementaux pour essayer de faire un lien. Donc ça, c'est la première réflexion et ça se passe évidemment au niveau européen où ceci est extrêmement faiblement intégré. Le deuxième élément, c'est que on est arrivé à une sorte de synthèse qui est la transition juste, qui est une sorte de mot valise. Tout le monde est pour une transition juste. C'est typique des termes aussi au niveau européen, international. Évidemment, personne ne pourrait être en faveur d'une transition injuste, mais personne, maintenant que le terme était devenu, est venu des marges des traités au centre, personne ne parvient à définir qu'est-ce qu'on entend d'une transition juste. Et donc ça pose un autre problème, c'est qu'en termes de dire quel est l'objectif, on a maintenant un mot, mais ce mot fait l'objet d'interprétations extrêmement variées, donc devient très peu opérationnel. Alors à ça, on a des slogans creux, ne laisser personne au bord de la route, ce qui fondamentalement veut dire pas grand-chose, et on a des mots qui sont typiques du langage européen, c'est-à-dire pas nécessairement des oxymorons, mais c'est en tout cas, on essaie de solutionner des problèmes en rajoutant des adjectifs, et donc la croissance devient verte ou elle devient soutenable, mais il n'y a pas de définition de ce que veut dire vert ou soutenable. Donc je pense que c'est mon premier point. On a des communautés mal intégrées pour le moment, peu intégrées pour essayer de produire du savoir transversal, et on a une série d'expressions réellement typiques du jargon communautaire, mais qui aident à faire du consensus, mais qui n'aident pas toujours à comprendre. Ceci dit, il faut aussi rajouter que tout le monde pense que on a une grande dynamique actuellement. Si on se replace en 2008, lors de la crise économique et financière, il y avait un énorme débat au niveau européen sur les indicateurs et en France également un indicateur au-delà du PIB. En France, c'était le rapport Stiglitz et autres. Donc, il y avait ce débat qui a complètement disparu et on avait déjà le débat sur une relance verte, un keynésianisme vert, en tout cas entre 2008 et 2010. Donc, il y a une série de débats aussi dans lesquels on a l'impression que c'est nouveau, mais ce sont des choses qui, tous les 10 ans, apparaissent. Alors, ici, il me semble qu'on a une plus grande stabilité à l'agenda européen, stabilité qui est faite d'un nombre croissant de textes dont la caractéristique générale est de mettre des indicateurs qui sont de plus en plus ambitieux sans nécessairement mettre les moyens qui devraient aller avec les indicateurs. Donc, ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est d'essayer peut-être d'illustrer 3 tensions qui existent et qui rendent le débat particulièrement difficile quand on veut essayer de réfléchir ce lien entre le social et l'environnemental. Le premier, c'est finalement comment est-ce qu'on arrive à une neutralité en 2050. Et finalement, si on simplifie, et c'est un rapport de l'ADEME en France qui donne dans les scénarios qui sont proposés, façon de penser qu'elle est la plus intéressante, en mettant fondamentalement 2 variables, la technologie et le changement de comportement individuel et collectif. Et donc, dans ces 4 scénarios, on a un tout technologique, c'est-à-dire on fait grosso modo la même chose, mais la technologie qui n'existe pas devrait tout résoudre, ou un scénario essentiellement low-tech et changement de comportement, dans lequel les changements doivent être relativement radicaux. Et les 2 scénarios intermédiaires avec des changements technologiques et des changements comportementaux. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on arrive, si on prend cette version très simplifiée, on arrive évidemment en termes de politique publique à des instruments très différents si on regarde une approche beaucoup plus, ce qui est le cas le plus souvent de l'Union européenne, technologique, que quand on regarde une approche qui vise à changer des comportements collectifs et individuels. C'est un point qui, moi, m'apparaît important parce que les 2 sont nécessaires, certainement. Ils vont avoir des poids différents,
et on ne peut travailler que sous forme de scénario. On n'a aucune certitude, non technologique, non tant de changements collectifs et individuels. Ce qui donne aussi un élément très difficile à maîtriser dans la réflexion et qui n'est absolument pas abordé, je pense, au niveau européen, c'est le timing du changement. C'est-à-dire le timing de changement en termes de technologie est plus ou moins connu. Le timing de changement en termes de changement de comportement est beaucoup plus complexe. Aucun politologue ne va se risquer, on peut mettre des tipping points, de dire quand est-ce qu'il va y avoir un basculement dans des comportements. On peut faire des basculements technologiques qui se passent généralement quelques années après qui sont prévus, mais des basculements en termes de comportement qui seraient nécessaires sont évidemment des choses bien plus difficiles, tant à prévoir, tant à mettre dans des politiques publiques. Donc, ça, c'est le premier point, je pense, de tension. Le deuxième point de tension, c'est, une fois qu'on met le social et l'environnemental, est-ce qu'on parle de pauvreté et d'inégalité? Je vais aller assez vite, parce que pour le moment, au niveau européen, c'est essentiellement en termes de pauvreté, au niveau national aussi, la pauvreté énergétique, la pauvreté des transports, etc. Et donc, ça fait en termes d'image, ça vise évidemment des catégories bien spécifiques, et ça vise, puisqu'on parle de pauvreté, essentiellement le bottom 20 ou 30 de la population. Si on parle en termes d'inégalité, on parle effectivement, on aborde la question de la richesse et des riches. Et donc, l'inégalité, ce n'est plus la question qui est posée, n'est plus de savoir comment on réduit certains gaps de pauvreté, c'est comment on réduit radicalement les inégalités. Et ça, c'est un point aussi, évidemment, difficile à voir, mais clairement, au niveau européen, le point central est celui de la pauvreté plus que l'inégalité. Et enfin, le dernier point, c'était aussi un peu abordé, c'est la question d'échelle, parce qu'ici, on est dans une transition juste européenne, comme si le reste du monde n'existait pas. Donc, une fois que l'Europe ou la France ou la Belgique, on a trouvé une transition juste, ceci est censé être juste à l'échelle globale, mais une fois qu'on change d'échelle, effectivement, la nature des problématiques est tout à fait différente. Et donc, c'est aussi assez intéressant comment tout le débat européen du greening est un débat qui est eurocentré, dans lequel il y a très peu, finalement, de réflexions, en tout cas, elles sont beaucoup plus marginales en fonction des enjeux, si on a un élément global. Ce qui me permet de passer maintenant au troisième point, c'est-à-dire que si, en donnant un exemple de l'automobile et l'élément environnemental et écologique dans l'automobile, si on prend les enjeux sociaux, ça dépend évidemment comment est-ce qu'on voit le futur de l'automobile. Si, c'était dit aussi par Andy, si on ne change pas le modèle productif et que l'objectif est de faire des embouteillages en voitures électriques, grosso modo, toutes les études montrent qu'on devrait avoir à peu près, ça touchera en partie, ça dépend comment on met le pourtour qui est considéré, mais on aura à peu près le même nombre d'emplois dans le secteur automobile. Si maintenant on dit que la question n'est pas, et donc là c'est un élément technologique, mais si on dit que c'est un changement de comportement, on parle de mobilité, et cette nouvelle mobilité nécessite nettement moins de voitures, alors on est devant un changement, quelque chose qui est radicalement différent. Et donc, la précision finalement sur c'est quoi les objectifs font que les prévisions peuvent aller de quasi aucun emploi à impact social en matière d'emploi, ni à exactement le contraire, un impact très, très important. Mais puisque une des questions était la question des normes, l'automobile a ça d'intéressant, c'est qu'en prenant des mauvaises normes au niveau européen, on a choisi une voie qui est totalement non écologique et non sociale. Ça vient d'une dizaine d'années sur le retard des gros véhicules, voitures lourds
en termes d'émissions de CO2. Et donc, on a fait, pour aller très vite, on a fait des exceptions, leur pan pour réduire ça. Les émissions étaient plus faibles pour qu'on puisse prétendre à avoir réussi en 2013 l'objectif qui était donné. Et ceci a donné qu'on a créé de plus en plus de SUV, des SUV qui en sont devenus une partie dominante et qui ont fait qu'il n'y a eu aucun progrès ou très peu de progrès en termes de réduction des émissions. SUV qui sont le sommet du marché, qui fait que maintenant Volkswagen fait le même bénéfice en vendant la moitié des voitures. Mais SUV qui devrait devenir électrique dans quelque chose qui est totalement aberrant puisque ça nécessite des batteries d'une demi-tonne et de l'utilisation de terres rares et des destructions écologiques dans le monde radical. Donc là, on a aussi, ce qui est assez intéressant, c'est une sorte de choix d'une norme qui a été erronée et qui donne une sorte de trajet dans lequel finalement on parle du secteur automobile qui va être totalement inégal et totalement peu environnemental. Et je finis brièvement sur deux éléments qui me paraissent importants quand on met le social et l'Europe et les éléments économiques de transition. C'est le peu de réflexion qu'on a jusqu'à présent sur ce qui est quand même l'élément central de la construction européenne, c'est-à-dire le marché intérieur. Quel est le rôle du marché intérieur en matière de réduction des émissions, en matière d'écologie? Si vous lisez les textes, et c'est par ça que j'avais commencé il y a 30 ans, quand j'ai commencé à suivre les questions européennes, le marché intérieur, la seule question qui touche l'environnement, c'est l'économie circulaire. Le reste, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et généralement, en lisant les textes récents, en première page, je mets qu'il y a une double transition, des grands enjeux, et puis on revient avec les choses assez typiques des documents actuels sur le marché intérieur. Donc, c'est assez intéressant comment, finalement, l'élément qui est le cœur de la construction européenne est totalement absent du débat sur la transition qui devrait être écologique dans le marché intérieur, mais aussi social, d'autant plus qu'il y a une série d'éléments qui sont évidents dans lesquels il devra avoir une transition. Une partie, c'est l'autonomie stratégique qui va réduire devrait réallouer des emplois industriels ou des industries en Europe. Et le deuxième, c'est les enjeux écologiques avec la réduction des chaînes de valeur. Donc, les deux prônent que le marché intérieur du futur devrait être différent de celui qu'on a connu depuis 30 ans. Mais c'est un des instruments qui est quand même l'instrument le plus fort au niveau européen, le plus marqué, qui est totalement, très largement absent des débats. On est en train de travailler là-dessus. Et le deuxième, c'est en matière, et je terminerai là-dessus, en matière sociale, on parle essentiellement d'emploi, mais tout ce qui est protection sociale est totalement en dehors ou largement en dehors de la réflexion. Quels sont les impacts sociaux d'une transition écologique? Ça peut être depuis le verdissement des hôpitaux, des crèches, des choses très matérielles de la protection sociale, à une réflexion sur le lien entre protection sociale et croissance. Est-ce que la protection sociale a un objectif de croissance ou de supporter la croissance? Sur des questions, est-ce que si on va dans une société de post-gros, est-ce que les régimes de pension sont soutenables? Donc, il y a toute une série de questions là qui est dans le cœur du social, qui est pour le moment totalement en dehors. Et typiquement, il y a un groupe de réflexion sur le futur de la protection sociale au niveau européen qui doit remettre ses conclusions. J'ai envoyé à un des auteurs quelques réflexions sur les enjeux environnementaux, qui m'a répondu poliment que c'était très intéressant, mais qui n'avait pas considéré ça dans le rapport jusqu'à présent. Donc, le message, je pense, ici, c'est qu'on a une grande ambiguïté sur quelle est
la route qui devrait être suivie, qui rend évidemment beaucoup plus difficile de déterminer quelles politiques publiques sont nécessaires. On a des erreurs manifestes, comme dans le cas de l'automobile, dans lequel il y a très peu de rétroaction et de réflexion. Comment est-ce qu'on arrive dans une société, si on continue ce chemin, plus inégale et moins verte, et qu'il y a des absents évidents en termes de débat public qui sont assez étonnants, puisque tant le marché intérieur pour l'intégration européenne que la protection sociale pour le domaine social sont le cœur des deux domaines. Voilà. J'espère que le son était bon et je termine là. Merci infiniment. Vous avez très bien entendu. Donc, je pense que sans transition, on va essayer d'engager la discussion avec la salle, à la fois la salle virtuelle et la salle ici à Paris 1. Juste, effectivement, j'étais quand même très frappé par ce que vous disiez, Philippe Pochet, là, le fait que effectivement, le grand absent, puisqu'on a parlé de la PAC, mais on n'a pas parlé du marché intérieur, et après tout, c'est quand même la grande politique publique européenne, celle structurante de toutes les catégories, notamment des institutions et du droit européen, et c'est quand même effectivement assez frappant de voir qu'elle est finalement très peu enrôlée pour l'instant dans ce nouvel horizon du verdissement. Et puis, voilà, je trouve que l'ensemble des contributions ont permis de montrer à la fois les dynamiques, mais aussi quand même les portes très étroites par lesquelles se fait ce verdissement, je dirais les verrous en fait qui bloquent et les frontières en quelque sorte de cette politique de verdissement, l'ensemble des intérêts, des acteurs, mais aussi des catégories qui rendent difficile son déploiement. Effectivement, quand on commence à toucher à l'indépendance de la Banque centrale, ou quand on commence à toucher au modèle productiviste agricole, céréalier français, on touche à des choses qui renvoient à toutes sortes d'intérêts bien constitués. Donc, effectivement, c'est intéressant d'avoir réfléchi aux frontières, mais c'est qu'on a fini presque par oublier ce qui est un peu le socle, qui est quand même le marché intérieur. Mais nous, visiblement, cette logique, c'est relativement peu déployée. Voilà. Donc, je pense qu'on a une bonne base de discussion transversale entre les différentes interventions, et donc je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole pour. Je propose, comme on a une demi-heure, une petite demi-heure pour discuter, on peut prendre quelques questions ensemble. Bastien, François, et Caroline. Voilà, Caroline, puisque tu es plus près du micro, puis on passera la parole à Bastien juste après. Ok, merci. Merci à tous. Je vais plutôt poser une question sur quelque chose que je connais mieux, donc c'est sur la politique monétaire, mais c'est une question double à la fois pour Jésabel et pour Estelle. Jésabel, tu as commencé en nous disant que les banques centrales et notamment la BCE en parlaient de plus en plus du verdissement, qu'elles en parlaient beaucoup. La conclusion que j'en retiens, c'est que finalement, elles agissent peu, enfin tu l'as détaillé. Donc, ma question, c'est comment elle fait pour tenir cette contradiction entre le fait qu'elle en parle beaucoup, mais que finalement, comment elle fait pour communiquer là-dessus? Soyons optimistes, est-ce qu'elle se prépare à agir plus? Et dans ces cas-là, je sais que j'ai déjà vu des tableaux avec des propositions de ce qu'elle pourrait faire, mais c'est pas très clair de ce qu'elle va réellement arriver à faire pour les raisons que tu as exposées. Qu'est-ce qui, toi, te semble le plus probable? Où est-ce que tu sens qu'il y a quand même une fenêtre d'opportunité? Et une question sur le côté juridique. La BCE a fait preuve de beaucoup d'innovation depuis la crise de 2008, la crise des dettes. Elle a réussi à faire des choses dont on pensait qu'elle n'arriverait jamais à les faire avant, en trouvant des justifications parfois un peu tarabiscotées. Ça a été contesté devant des juridictions européennes qui, jusqu'à présent, lui ont donné raison. Est-ce que sur la base de l'optimisme prudent que vous avez formulé en conclusion, est-ce que vous pensez que, à supposer que la BCE arrive à en faire plus et que ce soit contesté, on ne sait jamais, est-ce que vous pensez que du coup elle pourrait s'appuyer sur les juges, que les juges iraient dans le bon sens ou pas? Voilà, merci. Merci.
En fait, je vais aller dans le même sens. J'ai une question économique et une question juridique. Sur la question économique, sur le vert clair, moi, je trouve que c'est le plus intéressant parce que c'est dans le mandat. Et finalement, vous nous avez décrit des mécanismes qui pourraient être extrêmement puissants. Par exemple, le refinancement d'investissements ciblés, ça peut être extrêmement, c'est même aussi puissant et peut-être d'ailleurs plus facile à gérer que l'investissement direct. Donc, moi, ma question, c'était, mais vous avez dit, ah ben oui, mais bon, mais ça, on n'en parle même pas. Alors moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est pourquoi. Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'on pourrait en parler? Enfin, un petit truc un peu prospectif, parce qu'il me semble quand même que la BCE, je ne suis pas du tout un spécialiste, a pris quand même des décisions assez inattendues ces dernières années, même très en rupture avec une sorte de dogme même. Et là, je me dis que finalement, la marche à monter n'est pas si haute que ça. S'agissant du droit, alors on a fini sur une note d'optimiste, mais moi, j'aimerais bien que vous alliez un tout petit peu plus loin, un petit peu à la manière d'Andy Smith, quand à la fin de son rapport, il fait des recommandations. Ça serait quoi les marches à monter? Pas les énormes marches, mais disons 2 ou 3 marches à monter pour qu'on ait, disons, une écologisation plus marquée ou plus efficace du droit de l'UE. Inspecteur. Oui, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas trop à qui ma question s'adresse, mais elle porte sur la réforme de la taxe carbone aux frontières et du marché carbone qui a eu lieu en décembre. Puisque vous n'en avez pas parlé, je voulais savoir si vous trouvez que c'était tout simplement pas la bonne voie pour financer la transition écologique. Est-ce que ça ne suffit pas à financer le Fonds social pour le climat? Enfin, comment vous voyez là, les réformes quand même massives qui ont été opérées en décembre? Voilà, merci. Je vais rajouter une question pour Andy, parce que une des choses qui apparaît, je trouve, dans le plan de relance de l'Union européenne actuellement, notamment donc dans son plan verdissement, c'est justement de s'appuyer de plus en plus sur des formes de subsidiarité, c'est-à-dire de considérer que ce verdissement, en fait, c'est donner des grandes lignes d'orientation européenne et de renvoyer aux États pour qu'ils organisent en quelque sorte les modalités concrètes de… Donc, est-ce que c'est finalement ce découplage en quelque sorte des politiques entre les grandes orientations et la cuisine interne, c'est pas une forme finalement de consolidation hein, de ce que tu décris dans ton travail? Voilà. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de… Ah. Bonjour, merci. Ce serait une question plus économique. Comment se passe la concertation entre les différentes banques centrales, puisque vu que c'est une concertation, elles doivent être traitées comme égales, alors qu'il y a une inégalité de responsabilité dans la pollution mondiale? Vous disiez que les banques centrales des pays du Sud n'en parlent pas beaucoup, ce qui est assez logique étant donné leur responsabilité dans la pollution globale, alors que par exemple les banques centrales asiatiques seraient peut-être plus pertinents. Ok, bah je propose qu'on reprenne peut-être dans l'ordre des interventions. Peut-être Estelle, tu veux commencer? Merci pour vos questions. Alors peut-être répondre à la question sur les voies d'amélioration et puis s'il y a besoin de compléter des aspects sur lesquels je suis moins spécialiste. Alors, sur les voies d'amélioration, je pense très clairement, je l'ai dit un peu rapidement, mais je pense très clairement, alors peut-être c'est un excès d'optimisme de ma part parce que je suis beaucoup le contentieux stratégique des ONG actuelles, mais je pense que ce règlement Aarhus, qui est un règlement qui vient mettre en application une vieille convention de 1998, qui est la convention d'Aarhus, qui énumère 3 droits procéduraux importants, droit à l'information, droit à la participation du public, droit à l'accès à la justice. Ce règlement, nouvelle version, celui de 2006, était très clairement insuffisant parce qu'il ne permettait que d'agir à l'encontre d'actes individuels, ce qui a réduit l'utilité de ce règlement de manière assez nette. La nouvelle version
offre une voie pour les ONG et à partir de 2024 pour tous les membres du public qui n'est pas négligeable, qui est le fait d'attirer l'attention d'une institution. Ça peut être la Banque européenne d'investissement, par exemple. Il y a une affaire Client Earth contre Banque européenne d'investissement avec les conclusions de l'avocat général qui ont été rendues le 15 décembre 2022 avec précisément une question qui était avancée, enfin un argument qui était avancé par la BEI qui était son indépendance, son statut d'indépendance qui était avancé au soutien d'une lettre de refus de réexaminer une délibération du conseil d'administration de la BEI qui autorisait le financement d'une centrale d'électricité utilisant la biomasse forestière en Espagne. Donc, il y a là une procédure qui est certes indirecte, puisque c'est une procédure administrative qui ne permet à une ONG, possiblement aux membres du public dans quelques années, que de demander le réexamen, mais de demander le réexamen de tous les actes individuels et de portée générale, pas uniquement ceux adoptés au titre du droit de l'environnement, mais parfois sur d'autres bases juridiques. Et si l'institution considère qu'elle n'a pas réexaminé l'acte, qu'il ne viole pas manifestement des dispositions du droit de l'environnement, alors l'ONG peut saisir la Cour sans satisfaire à cette condition verrouillante qui est l'affectation individuelle et directe, puisqu'elle est destinataire d'une décision, qui est la décision de refus de l'institution de réexaminer. Alors bien sûr, le recours ne pourra porter que sur cette décision de refus de réexaminer et pas sur l'acte de base, mais on voit bien que la porosité est incontournable. Donc il y a ici quelque chose qui est déjà réalisé. Pour ce qui pourrait être réalisé peut-être au plan plus substantiel, moins procédural, je pense qu'il y a quand même deux voies intéressantes. La première voie intéressante, c'est de considérer la Charte des droits fondamentaux dans sa globalité, au-delà de l'article 37. On a un article 7, alors c'est très galvaudé de le dire, mais qui reconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale de façon absolument équivalente à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Or, c'est cet article 8 qui a permis de construire une jurisprudence sur la reconnaissance d'un droit à un environnement sain. La Charte des droits fondamentaux exige dans son article 52, paragraphe 3, que lorsqu'un article de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacre un droit qui est le même que celui de la Convention européenne des droits de l'homme, alors le juge de l'Union doit lui reconnaître un sens et une portée équivalente. C'est ce qu'on appelle la clause d'équivalence. Sur ce fondement-là, je ne vois pas d'impossibilité de mobiliser l'article 7, peut-être combiné à l'article 37, mais pour faire advenir un droit à un environnement sain ou un droit à une information environnementale. Et puis peut-être le deuxième élément substantiel, c'est d'utiliser davantage les principes de la Charte et le principe d'intégration de l'article 11 du TFUE. Dans les principes de la Charte, article 37, il y a le principe d'intégration et il y a le principe de protection à un niveau élevé de l'environnement. Et on trouve sous les plumes de certains avocats généraux, par exemple Juliane Cocotte, dans certaines conclusions, notamment à propos de la construction dans la lagune de Venise, d'une construction qui n'a pas été précédée d'une évaluation des incidences conformément à la directive sur l'évaluation des incidences qui n'impose pas une telle évaluation quand c'est des projets de petite taille. Donc, c'est construit tout un contentieux pour savoir si cet article 3 qui permet finalement une dérogation à l'obligation d'évaluation des incidences environnementales était compatible ou non à ce principe général de protection à un niveau élevé. Dans les affaires Carvalho et Sabot, les recours climatiques irrecevables, c'est aussi un principe qui a été mobilisé. Est-ce que l'objectif de l'Union satisfait à ce principe général qui est dans le droit primaire? Alors jusque-là, on l'a écarté parce que la Cour dit depuis longtemps que ce n'est pas le principe le plus élevé possible. Mais on trouve quand même des constructions intellectuelles sous la plume d'avocats généraux qui sont assez intéressantes, qui disent ceci, qui disent d'une part, le principe n'est pas développé. On peut sans doute lui faire dire plus que ça n'est pas le principe le plus élevé. On peut peut-être lui faire dire que c'est un principe de non-régression. Et puis, d'autre part, des avocats généraux qui disent, comme c'est un principe, comme le principe d'intégration qui est reconnu à 3 reprises au moins, dans l'article 11, dans l'article 37, dans l'article 191, c'est un principe qui est encore plus important que d'autres principes. Et donc, le contrôle de la Cour, ça ne doit pas être un contrôle doux, ça doit être un contrôle strict, comme s'il y avait ici ingérence grave dans l'exercice de droits fondamentaux. Donc là, je crois que si on donnait un peu plus de teneur et le fait qu'il y ait plusieurs conclusions d'avocats généraux sur ce principe de protection à un niveau élevé,
je pense peut-être que combiné à l'article 37, article 7, il y a, sous réserve de pouvoir accéder au juge, il y a là peut-être un chemin. Merci de nous avoir fait entrer dans la dynamique de l'interprétation juridique. C'est passionnant, mais on voit aussi que du coup Strasbourg est beaucoup plus, la Cour européenne des droits de l'homme est beaucoup plus dynamique, ouvre beaucoup plus de voies d'accès au contentieux que la Cour de justice de l'Union européenne. Je te passe la parole. Merci. Je vais répondre rapidement pour laisser la place aux autres discutants. Les banques centrales parlent beaucoup du climat, agissent peu, et comment est-ce que finalement elles peuvent tenir dans cette situation-là. Il est vrai que plus se creuse l'écart entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font, et plus elles s'exposent à un risque de responsabilité, c'est-à-dire au risque bientôt d'être attaqué en justice, surtout si les possibilités, au fond, se développent, hein, comme ça a été dit par Estelle. Alors, c'est un risque non négligeable que les banques centrales devraient prendre en compte. Pourquoi est-ce que, finalement, aujourd'hui, elles peuvent continuer à parler sans trop agir? Parce qu'elles sont face à la remontée de l'inflation. Et alors, moi, je trouve ça très dommage, mais je crois qu'on ne fait pas beaucoup le lien, en tout cas pas suffisamment le lien, entre l'inflation actuelle et l'avancée beaucoup trop lente dans la transition écologique. C'est-à-dire que les banques centrales, finalement, sont obligées de poser l'hypothèse que l'inflation est une inflation conjoncturelle, une inflation monétaire contre laquelle elles vont pouvoir lutter. Si elles posent l'inflation, si elles l'analysent comme une inflation plus structurelle, eh bien, elles ne sont plus les institutions légitimes, finalement, pour lutter contre cette inflation, alors que c'est leur objectif. Elles pourraient s'ouvrir une crise de crédibilité. Donc, voilà, je crois que, finalement, elles s'abritent un peu derrière la situation actuelle de lutte contre l'inflation pour retarder leur action climatique, alors même qu'il y aurait un lien beaucoup plus fort à faire entre l'inflation actuelle et ces causes structurelles dans l'absence de transition énergétique, dans l'absence de transition écologique. Je pense qu'on a là quand même une grande part de l'explication de l'inflation. Et au fond, alors peut-être que ce lien est difficile à faire pour les banques centrales, mais si elle le faisait, d'une certaine manière, ça justifierait quand même encore plus le verdissement de la politique monétaire, c'est-à-dire qu'elles auraient un rôle à jouer en verdissant la politique monétaire, mais ça impliquerait aussi, bien sûr, de mobiliser tous les autres leviers de politique économique, bien plus qu'on ne le fait aujourd'hui. J'entends beaucoup que les banques centrales se sont montrées extrêmement innovantes, extrêmement flexibles pour gérer la crise financière, la crise sanitaire. Alors, pour gérer la crise financière, effectivement, elles ont pris des mesures non conventionnelles qu'on ne connaissait pas auparavant. Pour gérer la crise sanitaire, je ne pense pas qu'elles aient été très innovantes, elles ont juste changé l'échelle d'intervention. Est-ce qu'on peut miser sur cette adaptabilité, sur cette flexibilité pour imaginer qu'elles vont agir beaucoup plus fort en matière climatique? En fait, je ne sais pas, sincèrement, je suis très partagée par rapport à ça, parce que je me dis que cette flexibilité, elle a été au fond au service de la préservation du système. Elle a été au service de la préservation du capitalisme financier, voire même de son approfondissement. Alors, on n'a pas le temps là, mais je pense que les opérations d'achat d'actifs des banques centrales, ça a changé profondément les conditions d'émission de la monnaie, ça a largement financiarisé la monnaie, ça a approfondi le capitalisme financier. Et donc, cette flexibilité, elle a été tout entière au service de la préservation du système, pas au service de sa transformation. Et je pense que si on veut mettre les banques centrales au service de la transformation du système, il va quand même falloir assez sérieusement interroger leur mandat, leur coordination avec les autorités budgétaires, donc leur indépendance. Et ça, eh bien, ça ne peut pas venir des banques centrales elles-mêmes par définition, puisque
ça implique d'aller voir un peu au-delà du mandat. Alors, ça m'amène à rebondir sur la question de monsieur, au fond, me disant, mais au fond, on peut faire déjà plein de choses à l'intérieur du mandat. Ben oui, je suis d'accord, on peut faire plein de choses à l'intérieur du mandat, choses qui ne sont pas faites. Il y a pas mal de choses à faire au niveau du vert clair. Je suis pas sûre de partager complètement votre optimisme quant à la capacité de ces options vert clair à réorienter les flux financiers, à atteindre vraiment des objectifs climatiques ambitieux. Mais s'il y avait des TLTRO verts, bon, ce serait effectivement une avancée. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas vers ça par conservatisme, et conservatisme notamment de ce fameux NGFS, là, du réseau de banques centrales qui s'est constitué, réseau de banques centrales et de superviseurs, ce qui répond aussi un peu à la question que vous posiez. Est-ce qu'il y a une coordination des banques centrales en la matière? Bon, c'est vraiment une coordination à minima, avec ce réseau qui s'est constitué pour travailler ensemble sur le sujet. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin que la production de stress tests climatiques, qui sont des instruments d'évaluation du niveau de résistance du secteur bancaire, en y introduisant un peu en ajoutant au stress macroéconomique du stress climatique. Ça va pas beaucoup plus loin que ça, même si ce sont des travaux qui sont très sophistiqués, qui commencent à être très volumineux. Mais au fond, c'est toujours des travaux d'évaluation, des travaux de raffinement d'indicateurs, pas des travaux de guidage de l'action des banques centrales. Taxe carbone. Ensuite, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, ça me semble être une bonne chose, et je vous renvoie aux travaux de mes collègues du CEPI sur ces questions-là, travaux également de l'Institut Veblen qui a été mentionné, et en particulier les travaux de Mathilde Dupré sur ce sujet. Donc, c'est très bien la taxe carbone, mais ça suffira pas, si vous voulez, pour financer la transition écologique. C'est-à-dire que ça va permettre de changer des comportements et d'atteindre des objectifs de réduction des émissions, mais il y a tous les investissements publics à réaliser pourront pas se faire sur la base des recettes de la fiscalité carbone. Je pense qu'il nous faut à la fois, pour financer la transition écologique, mobiliser la fiscalité carbone, bien sûr, mais aussi réfléchir aux modalités de financement des États. Se financer simplement par des emprunts remboursables sur les marchés, je crois que ça suffira pas, d'où la nécessité de mobiliser la Banque centrale par des prêts directs pour soustraire les États à la pression du marché, voire même par des dons de monnaie centrale. Mais là, si vous me lancez sur le sujet, on y est jusqu'à demain matin. Il y aura quelque chose là-dessus. Andy, je te laisse parler. Donc, je vais répondre à la question sur la subsidiarité et aussi à l'interrogation par rapport au marché intérieur. Donc, sur la subsidiarité, on voit d'où ça vient. C'est la critique d'une vingtaine, trentaine d'années sur le trop de pouvoir de la Commission européenne. Mais en matière agricole, en tout cas, ça veut dire qu'on détricote toute possibilité pour, à l'échelle de l'Union européenne, de réguler l'industrie agroalimentaire. Et comme le dit mon collègue Mathieu Anzoloni, il n'ose pas penser ce que serait une politique française agricole sans l'Union européenne, sans la Commission européenne. Vous imaginez le rapport à l'environnement d'une politique agricole française uniquement guidée par le ministère de l'Agriculture et la FNSEA. Bon, là, je pense que je serais plutôt en France si c'était le cas. Et puis, tout ceci a un lien fort avec le marché intérieur, parce que effectivement, le marché intérieur, il y a un certain nombre de règles communes, mais qui sont ensuite interprétées industrie par industrie. C'est pour ça qu'on a besoin de recherche industrie pour industrie pour bien comprendre le rapport entre des règles, des normes qui sont propres à chaque industrie, des règles du marché intérieur, la politique commerciale et la politique de la concurrence. Si on ne maille pas des interrogations sur les sommes, et sans doute la politique monétaire aussi, on ne saisit pas comment on régule
on pourrait réguler ces industries au nom de l'environnement. Et pour l'instant, il y a je sais, à l'échelle de la Commission en tout cas, il y a plein d'initiatives en matière de politique commerciale, même de politique de concurrence, marché intérieur. J'ai un autre projet qui porte sur le marché intérieur. Il y a des choses, mais pour l'instant, tout ceci est très saucissiné. Et il y a des États comme la France qui se plaisent bien avec ça. Voilà. Merci beaucoup, Andy. Philippe Pochet voulait peut-être dire un mot sur la discussion. Oui, peut-être sur 2 points. Moi, je suis quand même beaucoup plus optimiste sur la BCE que les autres intervenants. Je suis d'accord sur toutes les limitations, mais ici, on a un acteur central au système qui rentre dans les conversations. Et c'est ça qui me paraît intéressant. Donc, c'est un acteur central avec toutes les limitations qui rentrent dans cette conversation. Donc, la conversation a une nature différente que si c'est des manifestations de jeunes tous les vendredis. Deuxième élément, il y a quand même dans tout le processus une partie d'expérimentation, et c'est le cas des stress cases, dans lequel finalement ils ne savent pas très bien qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ça va marcher. Il y a 20% des banques qui ont réussi à plus ou moins à suivre une méthodologie. Et c'est aussi intéressant de voir que c'est des choses qui sont en dynamique, y compris le réseau. Donc moi, je suis bien d'accord avec toutes les limitations et ce n'est pas là où on va avoir un changement radical. Mais c'est quand même le cœur du système qui pose les questions et c'est des méthodes d'expérimentation qui sont pour moi pas inintéressantes quand on regarde les dynamiques. Et sur le CBAM, ça dépend comment on considère le CBAM. Il y a des analyses économiques. Grosso modo, je ne pense pas que ça va changer énormément, mais ce qui me paraît le plus intéressant, c'est de mettre ça en termes de relations internationales et un très bon papier sur les questions environnementales vues d'un point de vue de relations internationales, en disant effectivement, comme tous les États ne vont pas bouger en même temps, de facto, ça va fractionner l'ordre libéral. Et le CBAM, dans le fractionnement de l'ordre libéral, est parce que les États ou les grands blocs ne bougent pas de la même façon. C'est la même chose pour moi, Inflation Reduction Act aux États-Unis, même si c'est assez différent dans sa nature. Donc, on a là quand même un enjeu de dire tout le monde ne va pas à la même vitesse et comment, si tout le monde ne va pas à la vitesse, comment on va se protéger. Et dans ça, ça pose des questions sur l'ordre libéral classique de libre commerce qui me paraissent intéressantes. Et le CBAM, dans ces éléments-là, ces dimensions-là, je dirais, du CBAM me paraît plus intéressante que qu'est-ce que ça va rapporter. On a fait une étude là-dessus, ça rapporte surtout si c'est largement diffusé et non pas pour les industries. Et l'enjeu est plutôt de savoir quelles technologies ils vont utiliser. Donc, voilà, 2 points auxquels je souhaitais participer à cette discussion. Merci infiniment. Je pense qu'on est arrivé au terme de notre discussion. Il est déjà 19h05. On a pris un petit peu de retard. Donc, je voudrais remercier l'ensemble des intervenantes et des intervenants qui nous ont permis vraiment de faire, je pense, un premier état des lieux, de sortir un peu du flou des mots, de toucher un peu les pratiques, les politiques et les institutions. Donc, et puis, bon, je pense que c'est à continuer, me semble-t-il, parce que assez rapidement, plus la discussion s'approfondit, plus les liens entre les intervenants étaient évidents. Donc, voilà, je pense que c'était une très belle discussion. Je vous en remercie beaucoup et merci à tous ceux et à celles qui nous ont suivis ici et à distance. Au revoir. Au revoir, merci.